Il y a un truc, c'est pour quelle raison ces êtres s'obstinent-ils à pas vouloir nous rencontrer? La réponse est simple, parce qu'ils ne le veulent pas. Comme des ethnologues chargés d'enquêter sur nos existences, ils savent qu'une interférence officielle mettrait notre civilisation en danger, en causant un ethnocide. Comme nous savons qu'à chaque fois que nous, occidentaux, sommes arrivés parmi des indigènes qui n'avaient jamais vu d'homme blanc, leur société s'est bientôt pulvérisée au contact de la nôtre. Je vous cite une déclaration de Stephen Hawking, le physicien. « Si les aliens nous visitent, le résultat sera semblable à celui obtenu par Christophe Colomb quand il débarqua en Amérique. Cela tourna mal pour les autochtones. » Regardons l'ethnologie, qui a l'habitude des contacts entre civilisations. Dans le cas d'un contact entre deux civilisations asymétriques, l'ethnologie nous éclaire sur ce qui se produit. Lévi-Strauss résume ainsi les deux types de lendemains qui en découlent, soit une désorganisation, un effondrement du pattern d'un des groupes, soit une synthèse originale, mais qui alors consiste en l'émergence d'un troisième pattern, lequel devient irréductible. Par conséquent, au mieux, le pot de terre ne se fracasse pas contre le pot de fer, mais modifie sa substance et on assiste à sa mort symbolique et à sa renaissance sous une autre forme. Et ainsi, même pourvu des meilleures intentions et pourvu d'une éthique irréprochable, une société en position de force ne peut éviter de subjuguer et de laisser des traces chez la culture rencontrée et de la transformer radicalement. C'est un ethnocide. C'est la destruction des modes de vie et de pensée des gens, de leurs valeurs, de leur culture. En somme, le génocide assassine les peuples dans leur corps et l'ethnocide les tue dans leur esprit. Le premier impact serait certainement un crash boursier consécutif à une perte de confiance des agents économiques et un manque de lisibilité dans l'avenir. Il y aura aussi une possible remise en question de la suprématie du pétrole comme source d'énergie. Et pour les plus puissantes nations, mise à mal de leurs prétentions militaires, mise à mal de leur influence culturelle sur le reste du monde, et mise à bas de leur superpuissance face à l'armement extraterrestre. La tentation de retour à des régimes totalitaires prétendument capables de gérer une situation de crise ou de patrie en danger sera forte. L'hétérogénéité de la civilisation est également un obstacle de taille à l'absorption d'un choc de prise de contact. Nord-Sud, Est-Ouest, les déséquilibres sont légion. En réalité, il faut prendre en considération l'existence d'au moins 2 réseaux sociaux sur la planète. Les niveaux de développement entre régions du monde vont de la préhistoire à l'ère post-nucléaire. Les clivages entre régions alimentés par des frustrations économiques, historiques, conduisent à des ruptures sur les conditions d'un mode de vie et de pensée. Les conflits internationaux sur les ressources vitales et les territoires économiques, ainsi que les conflits transnationaux cristallisés autour des questions d'origine ethnique ou religieuse, sont en perpétuelle agitation et ne montrent guère de signes d'apaisement. Là, je vous cite un rapport public. À la demande de la NASA, une commission du Brookings Institution, regroupant l'élite des scientifiques américains, a publié en 1961 un rapport officiel au Congrès, portant sur l'ensemble des activités spatiales à venir. Il aborde la question extraterrestre, où il est mentionné des risques de réactions violentes suscités par des groupes d'influence divers, notamment religieux, des risques de révolution. Ce rapport estime que l'existence de civilisations extraterrestres dans notre environnement planétaire pourrait rendre obsolètes toutes nos théories cosmogoniques, anthropocentristes et cosmologiques. Des manifestations violentes pourraient éclater, qui mettraient en danger la vie des scientifiques et l'existence des institutions pour lesquelles ils œuvrent. Le rapport suggère que les scientifiques puissent s'opposer à la révélation de découvertes d'artefacts, considérant les risques de perturbation. Et il déconseille à la communauté dirigeante la moindre révélation sur le sujet. Effectivement, plus tard, le rapport n'a pas donné lieu à un deuxième rapport public. Ça s'est arrêté là. On est en 1961. Plus tard, en 1999, le rapport Cometa, en France, a souligné l'évidence d'une désinformation systématique organisée par les États-Unis sur le sujet OVNI. Donc, le premier de ces rapports conseille donc le silence au gouvernement américain en 1961, tandis que le rapport français, 40 ans plus tard, constate ce silence étrange qu'il qualifie de désinformation. Admettre que des intelligences non seulement extérieures, mais aussi supérieures par leur connaissance scientifique et technologique aient pu ou puissent continuer à interférer dans nos affaires, notre domaine réservé ou son voisinage, est considéré par beaucoup comme effrayant et inacceptable, car l'admettre provoquerait l'écroulement du cadre des pensées confortables de l'humanisme anthropocentrique. Par ailleurs, dans certaines disciplines comme la physique,
Le risque encouru est de se trouver confronté à une science en avance de plusieurs siècles, millénaires, voire plus encore. Nos propres concepts pourraient paraître littéralement infantiles, ce qui démobiliserait complètement les chercheurs qui les utilisent. Il est clair que dans l'hypothèse où serait prouvée l'existence et l'origine extraterrestre des ovnis, non seulement la position d'autorité intellectuelle, la position sociale des élites scientifiques risquerait d'être fortement compromise. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé chaque fois que des groupes ou des nations se sont trouvés au contact d'une civilisation humaine plus développée. On peut se demander si la masse de matière nécessaire pour faire une planète se trouve réunie partout. Eh bien, cette masse de matière dépend de la masse de l'étoile, puisqu'elle se forme dans un disque qui entoure l'étoile. Les soleils très petits, ceux qui sont au moins d'un cinquième du volume de notre soleil, ceux-là ne peuvent pas avoir d'étoiles, de planètes capables de retenir leur atmosphère. D'un autre côté, les soleils trop gros, c'est-à-dire plus de 3 fois notre soleil, ont une vie tellement courte que la vie n'aurait pas le temps de se développer. Ils vivent que quelques dizaines de millions d'années. Dans les 200 milliards de soleils qui se trouvent ici sous forme de cette tache blanche, il y en a environ un tiers qui sont compris entre 1/5 et 3 fois la masse du soleil et qui sont donc propices à la vie. Parmi ceux qui sont propices à la vie quant à ces premières conditions, on peut se demander ceux qui ont effectivement des planètes. Et bien sur les 40 étoiles qui entourent la Terre, et qui sont assez proches pour qu'on puisse déceler la présence d'un système planétaire, il y en a 16 qui ont des planètes. On en conclut qu'il y a environ 40% des étoiles qui possèdent un cortège planétaire. En combinant ces deux probabilités, on attribue à se dire qu'un dixième environ des étoiles ont une durée de vie suffisante pour donner carrière à la vie, et ont aussi un cortège planétaire, parmi lesquels se trouveront nécessairement, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, une planète favorable, car chaque étoile est entourée d'un cortège de planètes et non pas d'une seule planète. Il y a donc environ, dans cette tâche ici, 10 milliards de planètes qui sont favorables à la vie. Et chaque année, il se forme de nouvelles planètes. Il se forme de nouvelles planètes au rythme d'une tous les 5 ans, une planète habitable dans la galaxie. Mais comme il y a bien des milliards de galaxies, ça correspond chaque seconde à plusieurs centaines de mondes habitables qui sont formés. On a un peu l'impression, en considérant ceci, que tout l'univers est une machine à fabriquer des mondes habitables. Une fois que la vie a commencé à évoluer, il n'y a pas de raison décisive de penser qu'elle n'évoluera pas comme elle a évolué sur Terre, c'est-à-dire, dans les grandes lignes du moins, qu'elle donnera des organismes formés de cellules, des organismes de plus en plus complexes, assez complexes finalement pour porter une humanité pensante, ou un équivalent d'humanité.